and mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Ooh. Scrub my feet. Ooh, 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 ooh. Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, 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 ooh. Bubble bag, call my name. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler sport. On est de retour depuis la semaine dernière, on va continuer tout au long de l'été à vous faire vibrer, on l'espère, ou en tout cas à réagir à l'actualité sportive. Il va y en avoir encore quelques temps en NBA et en foot, même si le foot voilà, ça a touché à sa fin avec la Ligue des Champions, mais comme on vous l'a dit la semaine dernière, il va y avoir les Ligues des Nations un peu, on va quand même aller voir ce qui se passe du côté des nations pour voilà, continuer à parler de foot. Là on va faire une belle émission avec tout d'abord la Formule 1 avec Johan. Salut Johan. Salut à tous. Ensuite on fera du coup le foot avec le Real Madrid, avec ce qui s'est passé entre la JOCR et Saint-Etienne, et puis un peu toute l'actualité autour de ça, et puis on finira sur la NBA avec l'annonce des deux finalistes, Golden State d'un côté, que ça s'est joué en milieu de semaine, et puis hier, en tout cas cette nuit plutôt, Boston qui est venu à bout du hit à domicile, enfin à l'extérieur du coup. Voilà, on va décortiquer un peu tout ça ensemble pendant une petite heure, mais tout de suite place à la Formule 1 générique. Accélère! Accélère! Oui, il va aller la chercher! Ne lâche pas! La victoire de Pierre Gasly! En Formule 1, c'était le Grand Prix de Monaco, Grand Prix à domicile pour Charles Leclerc. C'est ça. Charles Leclerc monégasque qui n'avait jamais fini un GP en 4 saisons en Formule 1. Et en Formule 2 aussi. Et en Formule 2, jamais il est venu à bout et jamais il avait vu le drapeau à damier. Cette fois-ci, il a pu le voir, mais peut-être dans la place la plus frustrante. Parce qu'il voulait en tout cas, ça c'est sûr. Au pied du podium, 4ème Charles C'est ça. Leclerc. On va revenir un peu sur ce GP, ce qui s'est passé, les événements de ce GP avec toi, Johan. C'est la première question que je vais te poser, et puis on va un peu le décortiquer, tu vas nous faire un peu le film de ce GP. Est-ce que pour toi, ce 7ème Grand Prix de la saison, c'était le meilleur Grand Prix ? Alors pour moi, le Grand Prix de Monaco en général, et là encore plus cette fois-ci, il s'apprécie vraiment quand on connaît bien la F1, quand on apprécie vraiment la F1 en entièreté, on va dire. Notamment là à Monaco avec les stratégies au stand, c'est très très important, plus au final que la course, comme il y a très peu de dépassements sur piste. Tout se joue au stand. Donc pour vraiment l'apprécier comme l'un des meilleurs GP là qu'on a eu par exemple depuis le début de la saison, il faut vraiment comprendre ça et apprécier ça. Surtout qu'on en a eu des beaux en plus, des undercuts, des beaux passages au stand, Ouais. et des plus compliqués. Et là, ce qui a joué en sa faveur, c'est la pluie, qui comme on sait ramène toujours un petit frisson, un petit quelque chose, plus spectacle, donc forcément il est plus sympa. Donc il se classe clairement pour moi parmi les bons GP de la saison. Le meilleur, je sais pas. La première partie de la semaine dernière était vraiment cool à regarder, j'ai trouvé. Là, la première partie c'est sympa aussi, mais ça reste Monaco, donc forcément c'est un peu frustrant de voir des grands trains de voitures impossibles à dépasser comme on a eu surtout à la fin. Ouais. Donc il reste quand même frustrant, même s'il était vraiment sympa, et des beaux arrêts au stand, des belles stratégies bien ficelées pour certains, beaucoup plus compliquées pour d'autres. Surtout que la pluie a remis toutes les stratégies en question. Du coup ils ont 1 heure pour les rattraper, mais tout s'est effondré en 5 secondes. Donc il a fallu tout repenser, tout revoir, donc c'est intéressant. On a vu un GP assez particulier, tu disais du coup le Grand Prix de Monaco,
Pour ceux qui l'ont regardé, voilà, je vais faire une petite redite, mais pour ceux peut-être qui n'ont pas pu le regarder ou alors qui ne s'intéressent pas forcément à la Formule 1 mais qui sont assez curieux pour nous écouter pendant une vingtaine de minutes, c'est un Grand Prix en ville. Du coup, voilà, on est loin des circuits, des boulevards un peu qu'on peut trouver notamment la semaine dernière en Espagne. Barcelone. On est sur un Grand Prix en ville avec un circuit très serré. C'est d'ailleurs le circuit le plus court, il fait 3 km et quelques. 3 km 3 et du coup les possibilités de dépasser sont moindres, il n'y a qu'une seule zone DRS par exemple. Ça, qui est même pas très très efficace au final. Non. Ça sert un peu à rien. Et en fait c'est vraiment les routes où on roule à Monaco en fait tous les jours. Donc c'est des routes abîmées, c'est pas des routes de circuit, donc c'est des routes qui sont bosselées. Notamment après un certain virage, il y a une descente, il y a une partie de la route qui est bosselée, donc il faut vraiment prendre l'autre côté, s'il coule la trajectoire. Il y a les passages piétons, les bandes blanches, ce qui fait perdre de l'adhérence, donc c'est un Grand Prix très particulier. Ouais. Il y a le tunnel et aussi. Donc là en plus avec la pluie, une grosse différence entrée et sortie de tunnel, là, on en a vu glisser sans incident, mais ça glissait quand même pas mal. Donc c'est vraiment un Grand Prix très particulier, c'est un peu ça qui fait aussi le joyau qu'est le Grand Prix de Monaco. Ouais. Et puis rajouter avec la pluie, c'est un peu ce qui nous a permis de nous tenir en haleine pendant tout le GP. Moi je sais que ça fait 2-3 ans que je suis à Formule 1 maintenant. C'est pas un Grand Prix que j'apprécie forcément ou que j'attends plus que les autres parce qu'effectivement les positions sont difficiles. Voilà, quand on fait une mauvaise qualification, ça nous coûte complètement le GP. Là, l'arrivée de la pluie permet un peu de rester en haleine pendant ces... Alors, on n'est pas allé au bout du GP, on y reviendra. Normalement, c'est 77 tours. 78, ils 78. ont enlevé un à cause du la première safety car. Et il y en a eu moins cette fois-ci. Mais du coup, pendant les 5... Il y a eu combien de tours? 58 50... Non, parce qu'ils ont fait plus de 75%. Ouais. Donc à la fin, ils ont arrêté de compter les temps, ils ont compté au tour. Mais je crois aux alentours de 60 et quelques par là. Et du coup, pendant ces 60 tours, on était là pas à espérer, mais à se dire, bon, bah, à tout moment, il peut se passer quelque chose, il peut avoir une safety car, il peut avoir un tête à queue, ou en tout cas quelqu'un qui perd un peu... Surtout qu'on sait qu'à Monaco, ça arrive très vite, les rails, parce qu'il faut, pour aller vite à Monaco, il faut frôler les rails. Il y a énormément faut connaître sa voiture, prendre le risque, et donc c'est très très souvent que... D'ailleurs, je pense qu'à Monaco, c'est là où dans les stratégies, c'est le plus compris de se dire, on va avoir une safety car, là on pourra faire nos passages, tout ça. Donc oui, à Monaco, on s'attend à ce qu'il y ait de la casse, à ce qu'il y ait du drapeau jaune-rouge. Ça va pas manquer, on en a eu... Sans la pluie, on en a eu un drapeau rouge. Avec un gros accident de Schumacher. Voiture coupée en deux. Qui au début était pas beau à voir et vraiment flippant. Mais au final, en fait, l'accident est pas vraiment violent. Non. Schumacher avait rien, c'est la voiture, la Haas qui casse en deux. Ouais. Gros problème de fiabilité quand même dessus, là sur le fait casse en deux, c'est la deuxième fois. Bon, la première fois avec Grosjean, c'est plus compréhensible. Mais là, ça reste très dangereux dans la voiture qui se coupe en deux quand même. On va revenir à présent dans le fond du Grand Prix, ce qui s'est passé. On l'a un peu évoqué, on va maintenant un peu l'approfondir, c'est le Grand Prix de Ferrari. On a un Charles Leclerc qui domine, qui va signer la pole position à la fin de la Q3. Et finalement, il finit 4ème. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les circonstances qui ont fait que Charles Leclerc est passé de la première à la 4ème place? Il a fait un gros week-end du vendredi au dimanche, tous les essais libres, qualif, il a jamais été égalé. Vraiment devant, juste Pérez qui le tenait. Pérez a fait un bien meilleur week-end que Verstappen sur l'ensemble. Mais du coup, Leclerc était vraiment devant, et comme on dit à Monaco, généralement, tu pars en pole position, tu finis en pole position. À Monaco, comme il y a très peu de dépassements, partir en pole, ça fait 75% du taf. Pas cette fois-ci, à cause d'un arrêt au stand assez désastreux. Ouais. Parce que donc les pilotes avaient obligation de partir avec des pneus mouillés extrêmes, donc avec les plus adaptés pour la pluie. Donc ils sont tous partis avec ça, et à un moment la route sèche forcément avec le soleil, avec les 20 voitures qui passent. Et arrive un moment où tous les pilotes sont un peu dans le débat, les pilotes des écuries, dans le débat de est-ce qu'on passe sur de l'intermédiaire, donc du pneu pluie sec. Parce que là, le problème d'une piste sèche, c'est qu'elle est sèche sur 2 mètres, sur la largeur des voitures. Dès qu'on va s'écarter pour dépasser, c'est complètement mort. Ouais. C'est trempé, donc si on est avec des pneus slick, donc ceux qu'on est habitué à avoir, medium, soft et hard, si on met une roue en dehors de la piste sèche, on finit dans le mur, c'est sûr à 100%. Donc il commençait à y avoir le débat de est-ce qu'on met de l'intermédiaire, est-ce qu'on passe au slick directement. Et on a vu que Sainz et Leclerc et beaucoup de pilotes étaient d'avis, ils ont dit à leur ingénieur, on attend un peu, c'est un qu'on passe en intermédiaire, on va devoir s'arrêter dans 10 tours, ça sert à rien, on attend que la piste sèche encore, on met directement des slicks. Et au final, c'est Pérez qui rentre en premier.
Perez rentre pour undercut en fait au final les Ferrari, Ouais. ce qui marche très très bien. Ce qui va très bien marcher. Il met de l'intermédiaire. 5-6 secondes, je crois. C'est énorme, il était derrière et il était en 3ème position. Mm. Et il prend une petite dizaine de secondes d'avance, il me semble, sur Leclerc après le passage au stand. Et il prend l'intermédiaire et Verstappen rentre dans la foulée, juste après. Et un peu pareil chez Ferrari, mais beaucoup moins bien géré. Sainz rentre pour l'intermédiaire alors qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait du slick. Mm. Et on entend dans le casque de Charles dire box, box, donc rentre. Et au moment où il arrive dans la descente, il voit qu'il y a Sainz en fait, donc il sait qu'il va pas perdre une seconde et demie à bloquer dans les échappements de Sainz. Et à ce moment-là, quand il arrive dans la voie des stands, son ingénieur lui fait reste en dehors, reste en dehors. Et là on peut entendre Charles crier, ce qui sait que sa course à partir de ce moment-là est finie. Et donc c'est Perez qui ressort, Sainz, Verstappen et Leclerc avec un gros gap quand même à rattraper entre lui et Verstappen. Donc c'est sur la stratégie justement quand on en parlait qui a joué la proposition de ce week-end-là. Après Perez n'est pas déméritant du tout, au contraire, ça fait plaisir de le voir gagner un Grand Prix. Ouais. Et avec un super week-end, c'était le meilleur derrière Leclerc tout week-end, donc c'est pas étonnant qu'il le gagne. Et ça fait un peu de bien, je pense, à Perez, sachant qu'il s'efface tout le temps pour Verstappen. Ouais, totalement. Ça remet un petit coup dans les dents à Verstappen, c'est pas plus mal. Mais du coup, week-end très compliqué pour Ferrari, notamment pour Leclerc à domicile, qui n'avait jamais fini, qui part premier, qui se dit bon, on est quasiment sûr qu'on est bien. Et au final, avec une stratégie vraiment pas bien ficelée, improvisée, qui nous sort de nulle part, Ferrari se viande complètement à côté. Et comme a dit Charles, c'est bien une fois, il va pas falloir que ça soit ça souvent, parce que le championnat, là on peut pas le jouer. Donc gros problème de stratégie d'écurie pour Ferrari, surtout ça qui a fait la différence ce week-end-là pour la pole. Alors on a vu sur les 10-15 derniers tours quand même, les 4 voitures à la queue leu, littéralement, avec très peu de gap entre les unes. On est limite frustré que ça se passe à Monaco, dans le sens où il n'y avait aucun dépassement réellement possible. Il n'y avait pas vraiment de bataille, mais par contre ça nous permet un peu de nous enthousiasmer et de se projeter un peu sur les grands prix qui vont suivre et se dire cette bataille là on la veut à chaque fois, parce que franchement là en plus les unes après les autres c'était une Red Bull, une Ferrari, une Red Bull, une Ferrari, et les voir un peu comme ça se suivre à moins d'une seconde les unes des autres, c'était assez sympa c'était magnifique à voir, c'est rare de voir vraiment les 4 voitures des 2 écuries vraiment se suivre. Ouais. C'est beau, c'est dommage, comme tu as dit, c'est dommage que ce soit à Monaco parce qu'on sait qu'il y aura pas de, il se passera pas de folie. On a eu un petit moment, on a eu un doute quand même avec Perez qui avait bien tapé sa gomme avant droite et qui se faisait vachement rattraper par Sainz. Mais il a réussi à la remettre à la bonne température et là on y avait un écart inconstant. Et le problème c'est que même à un moment, Sainz pendant 2-3 tours il était à rien de Sainz, à rien de Perez, mais c'est Monaco donc il suffit de fermer une ou deux portes et il n'y a plus rien à faire. Mais ça laisse du bon à présager pour la suite par contre, avec peut-être une petite Mercedes qui pourrait se glisser en plus, ça serait sympa. Mais déjà si on avait 4 voitures qui se battraient de front comme on a vu là, ça serait super pour le championnat. Je vais te poser une question, tu vas répartir les pourcentages sur 100, mais à combien tu juges la victoire du coup de Red Bull entre la victoire de Red Bull à l'expérience ou le défaut de stratégie de Ferrari? Quel est le jeu? Est-ce que c'est du 60% la stratégie Red Bull et l'expérience qui a marché et 45%, ou à l'inverse c'est plutôt Ferrari qui s'est complètement tué tout seul et en fait on est plus sur un 70 et puis même si l'undercut est quand même assez intelligent, comment tu le juges toi un peu? Je dirais que ce serait du 50-50 voire du 60 Ferrari bien foiré, 70 et Red Bull expérience, parce que Red Bull a quand même de la chance entre guillemets que Ferrari se foire bien dessus. L'undercut aurait marché dans tous les cas, mais pas autant, c'est sûr. Donc ça aurait pu être différent. Ferrari c'est quand même bien foiré là-dessus. C'est à ce niveau-là où on joue vraiment la première place du championnat, pilote et constructeur. On peut pas vraiment se permettre, on est au 7ème Grand Prix de la saison, ça devrait commencer à être un peu rodé quand même. Donc Ferrari a quand même fait une bonne boulette, a très mal géré. Et Red Bull a tiré parti de son expérience accumulée l'année dernière, notamment avec le championnat contre Mercedes. Ils savent ce qu'ils font, clairement, et ça se voit sur des décisions comme ça, prises très rapidement, ça agit en réponse à Ferrari, et ça prévoit même un petit peu, parce que Perez s'arrête avant, et ça joue très bien avec ça, donc je dirais du 60-40, je pense, parce que Red Bull a vraiment très bien joué avec son expérience, a bien compris la situation, sa globalité, ce qui était possible, et s'en est très bien servi, et Ferrari, justement, tout au contraire, elle a complètement loupé le coche. Très bien. On a salut DeQuest, salut Kylian dans le chat.
Reste bien avec nous, derrière on va parler de toute l'actu football et NBA. Je pense que l'actu football va particulièrement t'intéresser parce qu'il s'est passé des folies encore ce week-end. On continue encore avec la Formule 1 un peu. J'aimerais qu'on parle du Grand Prix de nos Français parce que ça fait 10-15 minutes qu'on parle maintenant de ce GP de Monaco en disant qu'il est très difficile de doubler. Et pourtant, il y en a pas pour tout le monde parce qu'on a Gasly qui a enchaîné les dépassements et tu vas nous le raconter. Mais il s'est régalé. Il s'est régalé. Ça a été un des premiers parce que il a, je crois, bousillé sa gomme très tôt dans le Grand Prix au final. Et du coup, en fait, il est passé au stand très rapidement. Il commençait 17ème. Il est passé au stand très très rapidement dans le Grand Prix, au moins de 10 tours. Et il a mis de l'intermédiaire directement. Et à partir de là, il s'est éclaté. Normalement, où Monaco est connu pour ne pas avoir de possibilité de doubler. Avec l'année dernière, 0 dépassement. Gasly, à lui seul, nous en fait 4, il me semble. Il me semble qu'il fait Magnussen, Guan Yu Zhou, Ricciardo, Bottas. C'est ça. Il mange des 4 ultra agressifs. On sentait bien qu'il avait beaucoup plus de rythme. Et puis les enchaîner. Hein, c'est à partir du moment où il se fait. Alors, il se fait Zhou. Ouais. Ensuite, il y a un petit laps de temps, mais ensuite, il t'enchaîne Ricciardo, Magnussen et Bottas. Les 3 étaient bien collés. Magnussen, Bottas, ça se battait bien. Tours, Et il les rattrape facilement et on sait qu'il avait beaucoup plus de rythme. Déjà quand il dépassait pas, il était en train de klaxonner derrière, il voulait juste passer et il le fait. Et un week-end compliqué pour lui parce que très très gros temps tout le week-end en essai libre, surtout en essai libre du coup, où il est dans les 10 premiers tout le temps. Il devait être en Q3, si on suivait les chronos, Q3 assuré. Il me semble qu'il fait le 5ème meilleur temps en 3ème essai libre et en premier, quelque chose comme ça. Et gros coup de malchance en qualification avec l'accident de Ricciardo, si je dis pas de bêtises, qui mange le rail, qui met un drapeau rouge, ça repasse au stand. Avec le temps, en fait, il n'y avait plus assez de temps pour rentrer un tour complet pour certains pilotes, dont lui, Albon. Et Hamilton. Non, c'était les 3 derniers qui ont pas pu, qui sont fait sortir en Q3. Et ça se joue à 1 seconde. Ça se joue à 1 seconde et il avait clairement le rythme pour aller chercher de la Q2 minimum, voire Q1. Donc, week-end très compliqué pour Gasly qui a pu remonter quand même de la 17ème à la 12ème place. C'est quand même très beau pour Monaco. Et Ocon derrière, qui fait une très bonne course avec Alpine. Très bonne course, comme un peu depuis le début de la saison, Alpine assez solide. Et là, un problème avec Hamilton, une pénalité qui est très discutable quand même. Parce qu'avec sa roue arrière, il frotte les roues avant d'Hamilton et normalement les voitures doivent être. Les roues avant d'Hamilton doivent être devant les roues arrière d'Ocon, c'est pas le cas, donc la pénalité est dure. Et du coup, la pénalité le fait passer de 9ème à 11ème, encore des points. Mais sinon, un week-end très bon pour les Français qui laisse du bon à venir, on espère. Pour eux, surtout qu'on sait que Gasly est dans une grosse période niveau contrat et tout ça, donc on espère que ça va se reprendre très très bien et que ça va continuer à monter comme ça. Je vous lis dans le chat, il y a un petit nouveau, Alphasio, salut à toi. Voilà, tu es sur du coup Innov Live Ketchup Mayo, notre émission sport, où on débriefe un peu l'actualité sport. On a quasiment fini sur la Formule 1. On va passer quasiment là dans quelques instants au foot et puis à la NBA. Donc je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas. Voilà, nous follow, ça fait toujours plaisir. Et puis à discuter avec nous dans le chat. Je sais pas quel sport tu suis plus que les autres, si t'es plus un amateur des 3 sports, mais n'hésite pas à discuter avec nous dans le chat. Je vois que ça trash talk un peu les Stéphanois. Les Stéphanois en Ligue 2, ça dégage la racaille, nous dit l'ami Kylian. Coup dur pour les clubs de Ligue 1 qui descendent. Effectivement, là on a 2 cadors de Ligue 1 qui sont descendus, 2 clubs historiques, Bordeaux et Saint-Etienne. On va en rediscuter. Au Monaco, vivement que ce GP s'arrête, ça devient n'importe quoi. C'est ça ce GP, il a dit. Je sais pas, tu vas peut-être nous dire pourquoi tu nous dis ça. C'est que Monaco était sur la sellette, ça en parlait il y a quelques semaines de le faire sauter en fait du circuit, du circuit de la F1. Parce que, comme on l'a dit, donc, manque de dépassement, manque un peu de spectacle en termes de pilotage. Mais ça reste quand même Monaco, c'est quand même. Tous les pilotes en sont fans. C'est la principauté de Monaco, c'est le joyau un petit peu de la Formule 1, avec son circuit si spécial. Donc il est gardé apparemment officiellement, il va être re-signé. Donc c'est une bonne chose quand même, et un Grand Prix, un peu moins spectacle que le reste, que sur le 23, ça reste quand même acceptable. Et mais par contre, il serait quand même grand temps qu'il modifie certaines parties du tracé pour avoir plus de zones de dépassement plutôt qu'une seule en sortie
de tunnel qui marche même pas comme on l'a vu ce week-end. Baptiste aussi, un nouveau dans le chat, en tout cas ouais je crois que c'est la première fois qu'il est dans le chat. Baptiste la même chose, il est où Gaëtan? Gaëtan il va arriver juste après pour la partie foot et basket, donc reste avec nous Baptiste, pareil, la même chose, si t'es pas abonné, allez lance-toi, fais-toi plaisir et lâche un petit follow, ça nous fera plaisir. Je vais conclure la Formule 1 pour un peu le remettre en valeur, ce Grand Prix de Monaco. Moi c'est pas un Grand Prix que j'affectionne particulièrement en tant que spectateur, par contre c'est un Grand Prix qui tient beaucoup à cœur les pilotes. Charles Leclerc le disait, c'est un Grand Prix où en fait on n'a pas le temps de penser au virage d'après, on est dans l'instinct tout au long. C'est que de l'instinct. C'est que de l'instinct, c'est énormément de virages, il y a pas de ligne droite en fait, Non. la seule ligne droite on peut dire c'est dans le tunnel, mais c'est quand même un virage à gérer. Ça serait celle de départ arrivée, mais elle est très très courte. Et elle est très courte, et donc du coup on se dit que c'est que de l'instinct, et du coup c'est pour ça qu'il est tant apprécié par les pilotes. Donc je pense que c'est quand même sur 23 Grands Prix, On peut se permettre d'en avoir on peut un. se permettre d'avoir ce Grand Prix de Monaco, surtout que quand il y a de la pluie, il se passe des choses quand même qui sont Mais il assez pourrait être un intéressantes. petit peu modifié sur certains Ouais, tout à endroits fait. pour avoir un peu plus de dépassement, ce serait quand même sympa. Ouais, en tout cas très bonne émission nous dit Baptiste, ça nous fait plaisir. Merci à toi Baptiste, merci à toi Johan pour Et à la cette semaine prochaine. chronique, et puis on va passer tout de suite au foot générique. De retour avec un beau maillot du Barça pour une belle victoire du Real en c'est Ligue ça. des Champions. Salut Emeric, Bonjour. salut l'ami Gaëtan, comment tu vas? Salut, ça va, tout va bien. Bon, à part que le Real a gagné, mais bon, c'est la vie. Non, il y en a eu 14, donc j'ai l'habitude maintenant. Ouais. J'ai vu, ça commence à faire longtemps, vous, un petit 2015 là, un petit 7 ans sans Ligue des Champions. Ouais. Pour le Et grand ça va Barça. être, et je pense que ça va être encore pendant pas mal de temps, Ouais. mais on s'accroche, écoute. On va voir ce qu'ils vont faire au mercato déjà, et on va voir. Chaque année, je souffre, mais chaque année, on persévère, quoi. On tente, on est toujours amoureux. On en parlera des mercatos tout au long de l'été, dès qu'on aura un condensé d'actu chaude, on en fera une émission sur le foot. On va commencer avec la Ligue des Champions, l'actualité du samedi soir, une Ligue des Champions à Saint-Denis. Alors on pourrait parler beaucoup d'extra sportifs parce qu'il y a des choses à dire autant sur la finale de Ligue des Champions que sur la descente de Saint-Etienne. On va l'éviter parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce qui a été dit déjà dans les médias. On va se concentrer sur le sportif, messieurs, avec cette 14e Ligue des Champions. Emeric, je te pose une première question, je vous la pose aussi dans le chat. Est-ce que pour vous, sur l'ère un peu là, des Real 2010 à 2022, sur les 5 qu'ils ont gagnés, hein, c'est ça, 4, une Carlo, 3 Zidane et une nouvelle Carlo, donc sur les 5 qu'ils ont gagnés, est-ce que c'est la plus belle pour vous? C'est la plus belle épopée du Real? Je trouve que c'est surtout une série de Ligue des Champions là où cette année ils ont pas dominé leur phase finale et pourtant ils arrivent quand même à remporter la finale. Comment qu'ils alors? sont totalement menés. Comment? Grâce à un Courtois qui est on fire, il a des bras partout, Ouais. je sais pas comment il a fait, il a mis le main sur les goals, enfin sur les tirs des adversaires. Franchement, des fois je comprends pas comment il a des réflexes incroyables. Genre il y a un attaquant à 2 mètres de lui, il arrive quand même à la sortir. C'est quand même assez fou. Et aussi grâce au réalisme, parce qu'en plus le Real aurait pu en mettre 2 là ce week-end. Il y en a un qui a été refusé pour hors-jeu avec la nouvelle règle. Mais du coup au final en soi ils font des contre-attaques, ils arrivent très bien à contre-attaquer, à faire en sorte que justement les actions mènent à des buts, contrairement à l'autre côté où malgré je crois les 24 tirs il n'y en a aucun qui est rentré. Ouais, tu nous fais un peu le débrief un peu de ce match, le déroulé en tout cas. Ouais. On a une première mi-temps quand même à sens unique pour Liverpool. Ah oui, largement. Hormis ce but hors jeu de Benzema aux alentours de la 42e minute, si je dis pas de bêtises, c'est dans ces eaux-là. Mais avant ça, on a 7-8 occasions franches pour Liverpool. Enfin c'est clair, c'est surtout en fin de compte, je crois que jusqu'à la 35e minute, Benzema et Vinicius avaient touché 5 ballons chacun quoi. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué pour l'attaque du Real, qui se faisait oppresser justement par Liverpool à l'avant, qui donnait des coups de pression. On voyait Mané faire des appels, des appels contre appels, etc., qui bougeaient les défenseurs.
Et pourtant, la défense a très bien tenu, on a un gardien qui était solide sur les appuis, et il s'est jamais rentré au final. Donc on a eu justement juste avant la mi-temps ce petit temps mort avec la VAR, etc., qui nous a pris au moins 3 minutes avant de savoir s'il y avait but ou pas. Au final, il n'y avait pas but, mais ça a quand même, on a vu que ça a donné quand même un peu plus de mal à Liverpool après, défensivement parlant, en disant que elle est creuse, quoi. Genre, ça pouvait rentrer malgré le fait qu'il dominait. On va faire une. Et puis ensuite, du coup, retour des vestiaires. Retour des vestiaires, ouais, c'est ça. Toujours la domination de Liverpool malgré tout. Mais au contraire, là, on a, je sais même plus avec combien de c'était, un centre avec un but de Vinicius, assez classique, on va dire. Ouais. C'est un centre frappe. Un tapis, ouais. Voilà, et après, on a des occasions de Liverpool avec des tirs de Salah, de Mané qui ne rentrent pas. On a Keita qui vise les pigeons aussi, alors que franchement, il n'y avait personne devant lui. Ouais. Mais c'est pas rentré, et du coup. Benzema signe sa 5ème Ligue des Champions avec le Real. De toute façon, si on peut résumer cette Ligue des Champions du Real, déjà, je pense que c'est celle où ils étaient le plus outsider. Ouais, littéralement. Personne Même pas favori. Ouais, personne les pensait franchement aller aussi loin, surtout vu le parcours qu'ils ont eu. Et aussi, ce qui résume du coup leur parcours, c'est l'expérience, c'est-à-dire que à chaque fois où ils ont été menés, dominés, comme par exemple du coup pendant la finale, ils sont dominés, ils se prennent des vagues, des occasions de la part de Liverpool, et ils continuent mais à jouer leur jeu, c'est-à-dire ils paniquent pas, ils essaient de ressortir le ballon proprement, de contre-attaquer. C'est le jeu qu'ils ont mené du début jusqu'à la fin, ils avaient leur plan de jeu et ils l'ont très bien fait, ils n'ont pas paniqué une seule seconde, et c'est comme tous les autres matchs d'avant du coup. Franchement, tu vois, c'était l'expérience franchement qui... Pour moi, là, c'est vraiment de l'expérience côté madrilène qui a dominé, qui a pris le pas sur cette équipe de Liverpool qui ont une Ligue des Champions. Mais en face, t'avais combien de joueurs qu'on avait déjà 3, 4 Ouais, 4. Après, tu vois, genre, par l'expérience, etc., moi je trouvais un Mendy, un Valverde aussi. Franchement, ils ont fait un match incroyable. Bien sûr, mais de toute façon, quand tu joues avec des joueurs qui te poussent vers l'eau, genre des Karim qui ont justement une grande expérience, t'es obligé souvent souvent inconsciemment tu te mets à ce niveau-là. Même Carvajal, que je trouve qui est pour moi un peu la faiblesse du Real, a fait un très gros match hier. Non, Samedi, ouais, carrément. Et franchement, ils méritent amplement leur victoire. Avec pour moi le trio Courtois, Vini, Benzema, qui est juste incroyable. Et avec un milieu de terrain qui est toujours aussi performant après tant d'années, un Modric qui régale encore. Les trois ont leur 5 Ligue des Champions. Hein. Alors après, on pourra peut-être s'essayer cet été à faire un peu des jeux, des émissions un peu à base de top 10, top 10 un peu, mais en tout cas ce trio de milieu de terrain, Casemiro, Kroos et Modric. Je crois que Kroos les a pas toutes avec le Real parce qu'il doit peut-être en avoir une avec le Bayern et il était peut-être pas là sur la première du Real. Je me mets un doute, mais je crois. Si, je crois qu'il était là. Je suis pas sûr. Ah, attends, non, la première. Bah non, il en a une en 2013 non, avec la le première, Bayern. en Donc il a pas. 2014. En tout cas, il y en a 4 en commun. Et puis une 5ème. En tout cas, ce milieu de terrain là, Casemiro, Modric et Kroos ont 5 Ligues des Champions dans leur armoire à trophées. Dick West qui nous dit personne ne voyait le Real champion cette année, évidemment, surtout après le match aller face au PSG, le match aller face à Chelsea, le match aller face à Manchester City. C'est complètement dingue ce qu'ils ont fait, et franchement on a une des plus belles épopées européennes, enfin en termes de scénario hollywoodien et tout, c'est assez fou. Et je pense que les séries ou les films qui sortiront un peu sur les films documentaires, même sur cette 14e Ligue des Champions, ça va être fantastique parce qu'ils ont été totalement dos au mur à chaque étape. C'est pas la plus belle dans le jeu de la part du Real, ça c'est sûr. Je pense que personne dirait que c'est la plus belle dans le jeu et tout, mais c'est vraiment c'est-à-dire que quand tu parles d'expérience et c'est-à-dire qu'ils jouaient vraiment leur jeu du début à la fin, c'est-à-dire même si c'était mené 1-0 ou pas, ils continuaient à jouer leur jeu, ils laissaient passer souvent des vagues et des vagues parce qu'ils sont fait vraiment dans la plupart des matchs, ils sont fait dominer. Et après, dès qu'il fallait contre-attaquer, mais ils étaient d'une efficacité, mais ça se montre encore samedi soir, où ils ont 4 frappes cadrées et du coup ils en mettent un contre 24. Et c'est ça qui a fait
leur puissance et avec un groupe solidaire. Et tu sentais que voilà, ils savaient où ils allaient, il y avait pas de. Alors que tu sentais un Liverpool par exemple qui des fois panique un peu plus. Par exemple sur le but, je l'ai regardé tout à l'heure quand je me rends compte de Alexander-Arnold, comment personne ne peut lui dire, même lui inconsciemment peut se dire de se retourner parce que Ouais. Oui. quand il sent Valverde, je pense que s'il tacle, il peut avoir le ballon. Mais il tacle même pas, genre en mode, je pense qu'il savait pas qu'il y avait quelqu'un derrière. Après, Ouais. tu Il vois, a genre, pas- Alexander Arnold, il est plus connu pour faire des grosses percées sur le côté, tu vois, c'est plus offensif. Ouais, mais là, de jeu, ouais, mais là, tu peux pas après, le tu peux pas oublier un Vinicius derrière toi. Oui, bien sûr, évidemment, je dis pas, mais Mais c'est pour dire ça. C'est pas un mauvais joueur en Ouais. soi. On va parler juste après de la saison de Liverpool et plutôt un peu de voilà, Le tout ce seum. qui tout ce Ouais. voilà, vraiment ils finissent vraiment une saison très amère pour eux à mon sens. On a un débat du Ballon d'Or où c'était littéralement Mané Benzema. Avec cette victoire en Ligue des Champions, avec un Benzema en patron sur toutes les phases finales, est-ce que pour vous, et vous aussi dans le chat, répondez à cette question, est-ce que le débat du Ballon d'Or est entériné et c'est Benzema tous les jours? J'ai entendu dire, alors il y a eu la déclaration de Neymar qui annonce que c'est pour lui Vinicius Junior le meilleur joueur de l'année, Ouais, brésilien quoi. brésilien. Voilà. On a du Courtois qui revient un peu dans la conversation et qui pourrait prétendre, mais pour vous, est-ce qu'il y a un gap énorme entre les deux joueurs que je viens de citer, d'autres joueurs et puis un Benzema? Pour vous, c'est Benzema cette saison? ouais, carrément, parce que ça se jouait du coup entre Benzema et Mané. Tu prends un Vinicius, mais il est jeune, il vient de faire une grosse saison, mais le patron offensivement c'est quand même Karim, et donc Ouais. il est largement effacé par rapport à Benzema. Courtois, malheureusement, c'est un gardien, il fait une saison extraordinaire, mais bon, c'est un gardien, est-ce qu'on retient, on retient moins ce qu'il fait quand tu regardes les matchs du Real, c'est pas lui qui va mettre le triplé contre le PSG, donc tu le retiens, même s'il fait une finale incroyable, tout ce que tu veux, c'est triste à dire, mais souvent les gardiens, on les met moins haut en valeur. C'était quelle année où il y avait Neuer qui faisait une saison incroyable aussi, Il finit qui troisième. finit troisième derrière. Messi. Tu vois, Messi et Ronaldo, je crois. Mm. Franchement, c'est pareil. Là, Courtois, je pense qu'il est dans le même cas de figure. Mm. Et ça, c'est peut-être justement ça qui va lui porter préjudice sur mon poste. Général, il y a beaucoup de Après, c'est différent parce que Neuer, là, cette année-là, il est champion du monde. du monde, hein. Ouais. Il gagne la Ligue des Champions. C'est qui en 2014? Non, Si, 2014, c'est l'Allemagne. C'est Non, c'est le oui, Bayern. 2000. Non, c'est le Real. Ah, la Ligue des Champions, c'est le Real, ouais. C'est le Real. Mais il doit faire la finale ou je sais pas quoi. Il avait tout pour le gagner, le Ballon d'Or, et puis on est sur une année de Neuer faramineuse. Ouais. Et pourtant, là, je trouve qu'il y a. Faut pas comparer Courtois, même s'il te la gagne. Il y a une Ligue des Champions qui est allée avec, et malgré ça, il l'a pas gagné. Neuer, pour moi, Benzema, là, en plus, c'est quand Oui, il y a pas c'est au photo. mois de juillet, le trophée, c'est avant. Ça va être avancé, je crois qu'il est Ouais, cet été maintenant. Ouais, c'est C'est début plus, d'été qui vote. c'est cet été, je crois. On va regarder. Enfin bref, donc oui, pour vous, pour moi aussi, le débat est clos. À mon sens, il y aura un Benzema qui sera Ballon d'Or, il le mérite tellement. Gagner cette Ligue des Champions là, en étant le leader de ce Real là, qui est son club, littéralement. Qu'est-ce que tu me regardes? Vous devinerez jamais la date. Le 17 octobre 2022, Ce sera Ballon d'Or. Ballon d'Or, ok. Donc on a le temps encore de. Ce Les sera avant votes la Coupe du ou. Monde. Non, c'est la remise. Oh, putain. Donc ce sera Paris. avant la Coupe du Monde. Ouais. Ok, très bien. On va continuer sur. Mais quand même, attends, très belle saison de Mané quand même. On a pas Oui, parlé de oui, Mané. oui, bien Mais sûr. on va en parler justement là, de la fin de saison des Reds. Est-ce que, déjà, on a du coup, pour replacer le contexte, on pourrait, j'ai vu en plus en préparant l'émission les statistiques de la saison de Salah, où il te perd la finale de la CAN, il perd les barrages pour la Coupe du Monde, et puis il te perd le championnat à 1 point, et puis cette finale de Ligue des Champions. On a du coup en l'espace d'une semaine la perte du titre, où en plus pendant le match ils se sont retrouvés à être champions à un moment donné avec la défaite de Manchester City. Au final ils perdent de 1 point le championnat, ils te perdent cette Ligue des Champions 1-0 également. Est-ce que pour vous ça peut mettre cette fin de saison peut être un tournant dans la dynastie du Liverpool Madden Club? Est-ce que ça peut remettre en question et se dire on va reconstruire, avec notamment le départ de Mané qui est annoncé? Est-ce que le départ de Mané plus ce coup dur
du championnat et de la Ligue des Champions, est-ce qu'on peut se dire à Liverpool, c'est peut-être un nouveau départ pour le club, ça va pas être une reconstruction en mode NBA, mais est-ce que pour vous ça peut mettre un terme un peu à ce Liverpool qui aura gagné un championnat qu'ils n'avaient pas gagné depuis 30 ans, qu'ils auront gagné une Ligue des Champions aussi face à Tottenham? On est sur une fin un peu de dynastie pour vous, ou pour vous ça ne la remet pas en question? Non, je suis pas sûr en vrai, parce que au contraire, vu la performance qu'ils ont fait cette année, moi je serais à la place des joueurs et tout, même si là je serais extrêmement déçu et tout, je ferais une rétrospective. Ils étaient au sommet sur tous les tableaux. Et il leur manquait un petit truc, donc c'est sur ça qu'il faut qu'ils bossent, sur pourquoi ils ont perdu cette finale, pourquoi ils n'ont pas réussi à gagner ce championnat. Et au contraire, ça devrait être une motivation pour se dire l'année prochaine on fait mieux. Alors que s'ils avaient tout gagné, souvent quand tu gagnes tout, des fois tu peux avoir une petite redescente en mode un coup de mou, en mode comme justement ils ont eu un petit coup de mou quand ils perdent contre l'Atlético l'année d'après avoir gagné la Ligue des Champions et le championnat. Là je pense que ça devrait leur donner un petit coup de boost. En plus ils ont eu un mercato super intelligent, en mode on dirait qu'ils savaient à peu près que Mané allait partir, donc ils ont pris mercato hivernal Luis Diaz qui le remplace parfaitement. Ouais, on en avait parlé comme quoi c'était un très bon coup. Ouais. Voilà, donc maintenant ce qui leur manque, du coup je pense maintenant c'est un numéro 9. Donc à voir cet été, peut-être prendre un numéro 9. Et après quand tu regardes l'effectif, hier je suis désolé mais Konaté a fait quand même un match incroyable. Énorme. Van Dijk, les deux derrière. Ah ouais, franchement, ils avaient une très belle défense, à part du coup sur le but Alexander Arnold qui s'est un peu troué, mais franchement, ils ont encore une défense incroyable et tout. Milieu, je vois pas peut-être un mec sur le banc qui peut rentrer comme ça, un turnover, mais sinon, pareil, le milieu je le trouve incroyable, juste un numéro 9. Et ils ont toujours une équipe incroyable, juste super compétitive et tout, donc je pense que ça devrait juste essayer de leur donner un petit coup de boost, et justement comme on dit c'est dans la défaite qu'on apprend. Je crois qu'en régie le chat est en pause, regarde, je crois, j'ai vu un message comme quoi le chat était en pause. Je vais te poser la même question. Ouais. Est-ce que pour toi c'est la fin d'une ère, ou alors pas du tout, le club va, comme il dit, s'appuyer et puis revenir encore plus fort l'année prochaine, Écoute, le couteau entre les tu sais dents? quoi, on va répondre avec Baptiste qui nous dit. Je vais répondre à la question parce qu'il répond justement. Vas-y, très bien. En termes de trophées, saison décevante pour Liverpool, mais on se rend pas compte de la difficulté de la PL avec deux équipes à plus de 90 points, une FA Cup très relevée, et qu'ils ont gagné justement, et une finale de Champions League qu'ils perdent sur le cours du jeu. Donc oui, totalement. Et c'est ce que je voulais dire, je voulais rebondir justement dessus, merci Baptiste. Pour justement, faut pas laisser la frustration du fait d'être deuxième 2 fois d'affilée en une semaine changer les performances qu'ils ont fait tout au long de l'année. Parce que franchement, ça a été des beaux matchs malgré tout, même s'ils perdent ou même s'ils sont deuxièmes. Franchement, ils ont fait une belle saison. Ils sont super bien battus contre Manchester City en championnat, sachant que c'était deux équipes au début d'année, on voyait que c'était derrière Chelsea, ils ont réussi à remonter au-dessus et ils ont réussi à faire une bagarre de points jusqu'au dernier jour. Donc c'était super beau à voir et ils pouvaient même être champions. Donc en soi, c'est pas forcément de leur faute si justement ils arrivent à un point d'écart, même si c'était une très bonne saison. Et en Ligue des Champions c'est pareil, ils ont quand même essayé mais c'est pas passé. Donc moi je pense qu'il faut juste modifier 2-3 choses et justement trouver potentiellement un autre attaquant pour remplacer Mané qui va partir, et pourquoi pas justement cet attaquant qui fera la différence pour une prochaine Ligue des Champions, pourquoi pas. Faut pas toucher à mon Léao, faut surtout pas toucher. Non, franchement, moi s'ils sont intelligents, il y a un joueur qui leur a fait du mal en Ligue des Champions, c'est Nunez. Ouais. Moi je le trouve incroyable ce joueur, et je pense qu'il faut vite qu'un club se mette dessus. Moi j'aimerais bien que ce soit le Barça. J'aimerais bien que ce soit le Barça qui se mette dessus, mais Nunez, je pense qu'en première ligue il pourrait faire grand bien à Liverpool, et même en Ligue des Champions, et vraie pépite, et tant qu'il n'est pas encore trop cher, faut le prendre. Sans doute des recrutements offensifs à prévoir cet été avec quelques renforts au milieu, ça serait bien, parce que Anderson, stop. Il a bien joué en soi le dernier match, mais après c'est vrai que je crois que ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. Et ça commence peut-être à vieillir. Ouais. Mais qui c'est qu'on pourrait remplacer au milieu à la place
Et déjà se battre peut-être avec Chouameni, peut-être ne pas laisser un... Ouais, mais Chouameni, je crois qu'il est déjà parti. Et il est sur le départ Tu vois. pour le Real, mais Donc, bon, tu vois, il y a peut-être des coups comme ça où Un il faut se Real mêler. ou PSG dernièrement. c'est Ouais. vrai. Ouais, mais après PSG, c'est pareil, là, ça va être compliqué. Hein. D'un point de vue offensif, c'est pas top quand même. Mais c'est sûr que sans Mané, ça risque. Alors, on a toujours du Salah, on a toujours Ouais. Firmino, mais il faut quand même rapporter. Alors, on a aussi le Luis Diaz. Mais peut-être que pour se battre avec cette première ligue toujours plus compétitive, effectivement, Mané va falloir très bien le remplacer parce que Mané, en termes de statistiques et même d'apport sur le terrain, c'est pas si facilement remplaçable que ça. Il y a une très bonne interview que je vous conseille d'ailleurs sur YouTube. Je fais ma petite promo milanais, mais une interview de Kaloulou sur le média Vista. C'est l'interview de 30 minutes à peu près sur un peu la saison de Kaloulou. Et à la question quel a été l'attaquant le plus dur à défendre, il répond sans hésiter Mané pendant la Ligue des Champions. Parce que Mané, avant de toucher le ballon, il va te faire appel contre appel, appel contre appel, appel contre appel. Il va te changer 10 fois d'appui avant de toucher le ballon et il t'use physiquement. Et en plus, derrière de ça, il va te mettre les stats et tout. Et en fait, il te crame tout au long du match. Et derrière, il va te mettre son but à la 70e, 75e, au moment où tu vas être cramé. Et c'est un peu ça en fait. Mané, c'est au-delà de ça, au-delà des statistiques, c'est vraiment un mec qui travaille les défenseurs adverses, qui te les use. Et derrière, ça te fait un Luis Diaz qui, quand il rentre, il te fait un bien monstrueux. Et il te permet d'être aussi bon. Diego Jota, c'est pareil. Donc voilà, c'est sûr que ça va pas être évident à remplacer. On va passer au deuxième match qui nous a intéressés. C'est ce Auxerre, plutôt Saint-Étienne-Auxerre. Ouais. Barrage retour, il y avait eu combien à l'aller? Il y avait eu 1-1, c'est ça. 1-1 au retour, on va jouer les prolongations. Des prolongations d'une... Moi j'ai trouvé d'une... Parce que j'ai pas vu le match, mais je suis arrivé au moment des prolongations. Faiblesse quand même au niveau du football, c'était assez abusé quand même. Alors ils avaient peut-être des minutes dans les jambes et tout. J'ai pas vu le match de quelle intensité je l'ai pas vu en entier. c'était. Mais alors j'ai trouvé que c'était d'une Si faiblesse. ça ressemblait au match qu'il y avait premier match, franchement c'était nul. C'était Ouais. Enfin, c'est même pas beau à voir, j'ai l'impression que je regardais des matchs que je peux voir dans ma campagne profonde, Ouais. tu vois. C'est. Bon, ça, j'avoue, c'est que j'exagère un petit peu, mais en soi, enfin, j'ai pas trouvé que c'était un niveau Ligue 1, sachant qu'il y en a un qui était en Ligue 1, un autre qui est censé monter. Ouais. Non, c'est vrai. Moi je trouve que c'est niveau Ligue 2 nationale quoi. Ouais. Donc, Ah, carrément. ah oui, carrément. Non, mais- c'était pas. Franchement, c'était ridicule. Hein. Et Il n'y avait pas d'intensité en fait dans le Non. match, et c'était jouer au des milieu erreurs du terrain. techniques, hein, Ouais, les ça. centres qui partaient au 4ème poteau, C'est ça. des centres dans le money Ouais, il y en time. avait. Parce que, Ouais. parce que tout le match, ce que j'ai vu, c'est un jeu du milieu de terrain, ça perd le ballon un peu dans les 30 mètres, après ça repart de l'autre côté, et il n'y a pas grand chose en fin de compte. Pas vraiment beaucoup d'occasions, et les occasions elles sont totalement ratées à chaque fois qu'il y en a. Du coup, ça se joue au tir au but. De toute façon, ça va jouer directement avec Riyad Boudbouz qui va louper son premier tir au but. Derrière 5-4 pour Auxerre qui se qualifie dans un chaudron qui aura débordé avec des fumigènes, des sièges en feu, enfin voilà, un peu chaotique cette fin de match pour en tout cas Geoffroy Guichard. Du coup, le Saint-Etienne en Ligue 2 qui va rejoindre du coup Metz et Bordeaux. L'année prochaine, il y aura 4 descentes en Ligue 1 pour 2 montées, parce que la Ligue 1 passera à 18 clubs. Du coup, ça laissera que 2 possibilités de monter. Je crois que ce sera des montes. Je crois que l'année prochaine, je vais même pas dire je crois parce que en fait je m'appuie sur rien du tout pour le dire, mais je sais pas s'il y aura des barrages pour déterminer entre le 2ème et Ouais, c'est peut-être qu'ils descendent tous. le 16ème. Je me demande si ça descend pas tous. Eh ben, faut qu'il y le aurait renseigner. on se renseignera. Quelle tristesse ce match, même si Gaëtan adore Auxerre, c'était vraiment très pauvre. Pourquoi il dit ça? Juste en gros, t'as un pote à moi et je lui dis à chaque fois oh Serre, c'était le premier match que j'ai vu à Bordeaux donc je les aime bien. C'est juste pour ça. Très, très pauvre techniquement, mais tout de même mérité vu la physionomie des 2 matchs. Ah oui, clairement. Mais en fin de compte, moi je trouve que c'est bien pour Bordeaux et Saint-Etienne de se prendre une petite fessée là pour de redescente. Et on espère que l'année prochaine, c'est sur les 2 clubs qui remontent. Première question, messieurs. Est-ce que, parce que je l'ai vu beaucoup se moquer sur les réseaux, est-ce que c'est la faute à Duprat? Est-ce que Duprat est une fraude? Non. Il a fait son taf, on sait très bien qu'avec Duprat,
va pas y avoir un grand jeu, ça va Ouais. pas être du football, du beau football, il va juste être là pour mettre un petit coup de boost à l'équipe. Et je pense que s'il avait pas été là, ça se trouve Saint-Etienne serait 20ème, Totalement. toujours 20ème et tout. C'est- Donc c'est il a totalement. réussi à les mettre en ballottage. Ouais. Bon bah c'est pas passé sur des pénaltys. Mais franchement je trouve qu'il a fait le taf, ce qu'il avait à faire. Après j'espère juste pour Saint-Etienne qu'ils vont pas le conserver l'année prochaine parce que pour moi c'est pas du tout quelqu'un qui est fait pour la montée. Ouais. Et parce que dans le jeu vraiment à chaque fois que tu regardes c'est vraiment pauvre. Donc pour moi il a fait son taf. Voilà, il était là, il est venu pour essayer de sauver le club. Il a réussi à les remettre dans la course pour essayer de rester en Ligue 1. Et franchement ça a manqué de peu quoi, juste à des pénaltys. Et donc pour moi en vrai mission, enfin pas réussie. Moi je te rejoins là-dessus, ouais, sur Duprat. Moi c'est un entraîneur que je connais très bien parce que quand je suivais Evian Tonon-Gaillard à Annecy, c'était lui l'entraîneur et c'est lui qui a fait monter le club et qui l'a maintenu pendant 4 saisons. Et je trouvais ça un peu dur les critiques qu'il y avait à son égard, dans le sens où quand il reprend Saint-Etienne, jamais un club avec aussi peu de points s'était maintenu. Comme tu dis, et réussit l'exploit entre guillemets, parce que c'est quand même... faut y aller pour appeler ça un exploit, mais en tout cas la performance de les amener dans un barrage et de leur permettre peut-être d'espérer. Il fait ces matchs là qu'il ne gagne pas, c'est 2 matchs nuls, le penalty c'est pas lui qui le tire, et moi je trouve que il était pas loin du braquage, hein, parce que si jamais Saint-Etienne ça gagne, bah derrière il réussit quand même un des maintiens les plus historiques, parce que ça aurait voulu dire qu'il aurait maintenu avec un nombre de points très très faible au moment où il est arrivé. Après, comme tu dis, c'est un entraîneur qui est pas un tacticien, c'est plutôt un meneur d'hommes. C'est un mec qui va trop mobiliser un vestiaire, qui va aller taper dans l'ego de ses joueurs professionnels, mais qui se retrouvent dernier de Ligue 1. Et dans ce rôle-là, je le trouve bon. Donc, comme moi je te rejoins, je pense pas que ce sera intelligent de la part de Saint-Etienne de le garder l'année prochaine, parce que pour monter, il te faut un tacticien, il faut quelqu'un qui connaît ce football, qui a des idées de jeu pour te permettre d'enchaîner des victoires et des victoires. Par contre, Duprat dans ce registre-là, moi c'est un entraîneur que j'apprécie voir en Ligue 1, parce que les équipes qui jouent, c'est pas forcément du beau jeu, mais ça a du caractère, il y a un côté assez agréable à regarder les matchs de Saint-Etienne, comme les matchs de Toulouse quand ça essayait de se maintenir, comme les matchs d'Evian Tonon-Gaillard quand ça se jouait. Duprat n'y est pas pour grand chose dans cette descente, malgré des changements douteux sur le dernier match, mais c'est vraiment une faute professionnelle des joueurs vu les qualités individuelles de chacun. En gros, lui comme tu l'as dit, il est là pour motiver les joueurs. Ouais. Et si il va réussir, souvent il réussit presque tout le temps à les motiver, mais si les joueurs n'ont pas le niveau pour rester en Ligue 1, il peut rien y faire, parce que il va pas apporter un coup tactique, on sait très bien qu'il va pas apporter ce côté tactique à l'équipe. Donc il est là juste pour essayer de les motiver, pour essayer qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Et franchement sur ce côté, à chaque fois on n'a rien à dire. Il se donne tout et il a réussi à les mettre en ballottage. C'est pas passé, mais franchement il a fait son taf. L'heure tourne et j'aimerais garder du temps un peu pour la NBA, donc on va finir là-dessus pour la partie foot. Un petit dernier message pour Jean-Marc Furlan qui enchaîne, il les enchaîne pas, mais il en est à sa 5e montée en carrière de Ligue 2 à Ligue 1, après avoir permis à 3 de montrer à 3 reprises. Il l'a permis à Brest en 2019, maintenant c'est Auxerre 10 ans après qui retrouve l'élite, un club quand même historique aussi, Auxerre, hein, qu'on avait plus l'habitude depuis 10 ans de voir en Ligue 1, mais qui a quand même eu de très beaux jours, et notamment en Ligue des Champions en 2011, où il se retrouve dans la poule du Milan, du Real et de l'Ajax. Auxerre, c'était fou la Baie des Champs. Je peux dire que les matchs à la Baie des Champs, quand t'avais des Auxerre Real, puis 2 semaines après t'avais un Auxerre Milan, et puis ensuite Ajax, c'était assez chouette. Mais voilà, on est content de les retrouver. On ne sait pas si Jean-Marc Furlan restera avec Auxerre, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi à Bordeaux ils aimeraient bien l'avoir pour espérer remonter ou il est pas. très bien aussi à remonter. Comment ? Ryu pour monter, ça pourrait être un bon entraîneur aussi. Voilà, on en reparlera de toute façon de tout ça. On se fera une émission un peu là-dessus, sur le Bordeaux et puis Saint-Etienne, comment se reconstruire, avec les infos qu'on aura au fur et à mesure de l'été. Ça marche. Merci à toi Aymeric, Merci tu restes à vous. avec moi Gaëtan pour la partie NBA générique. Salut. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Win! Pulls up, three-pointer. Bang! Bien dit Gaëtan, les joueurs n'étaient pas motivés, nous dit Baptiste.
Baptiste, fan de NBA ou pas? Suis un peu. Suis un peu. Ouais, ça va. Enfin, il connaît bien, mais. Tranquillo. Ouais, voilà. Bon bah tu vas rester avec nous Baptiste, on va parler de ce game 7 puis peut-être si on a le temps de la preview de ce Warriors Celtics qui commencera jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette nuit c'était game 7, je vais replacer un peu le contexte, du coup game 7 à 2h30 au Heat. Il y a eu un game 6 qu'on pensait finalement que Boston allait plier ça à domicile. C'était même Draymond Green s'était même un peu avancé par rapport au fait qu'il allait retrouver les Celtics à la fin de ce match-là. Finalement, Jimmy Butler, 47 points dans ce match, record d'ailleurs en playoff du côté du Heat pour Jimmy Butler qui efface les 46 points de LeBron et de D-Wade aussi qui avait marqué 46 points, D-Wade juste derrière. Match exceptionnel de Butler qui permet au Heat de se faire un peu un espoir. Dans ce match cette nuit que j'ai pu voir, les Celtics ont laissé très peu d'espoir en fait à ces Heat. Le Heat a jamais passé devant au score. S'est rapproché à une possession à un moment à 1 minute 27, mais sinon Boston qui pendant les 46 minutes ont tenu le Heat à quasiment 10 points, si ce n'est plus, mais voilà, dans un range entre 8 et 15 points tout au long de la rencontre. Donc finalement le job a été fait côté Celtics, un match ultra sérieux défensivement mais aussi offensivement. Gaëtan. Ouais, déjà, Ime Udoka avait dit en conférence de presse après le dernier match, faut qu'on commence mieux ces matchs. Là, ils ont commencé par un 32-17 dans le premier quart-temps. Ouais. Du coup, ce qui les a mis largement bien, une super entame de match. Et après, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, ils ont géré super bien le match tout au long. C'est-à-dire que quand t'avais le Heat qui revenait à 3-4 points, et bah direct ils remettaient un petit coup d'accélération pour remettre 10 points dans la vue, et tout le match c'était ça, c'est-à-dire que ça revenait, puis ça repartait, et le Heat n'ont jamais réussi à revenir, à accrocher le wagon. Et t'avais après des joueurs comme Brand qui ont fait encore un super match, mais t'as 3 joueurs à plus de 20 points, t'as Brand, Tatum, Smart, et c'est vraiment ce qui fait aussi la force de cette équipe où t'as tout le monde à chaque match qui peut. Tu sais que t'as Tatum qui mettra ses points, t'as Brand qui mettra aussi ses points, et après t'as les autres qui peuvent arriver, mettre une vingtaine de points et tout. T'as eu White qui a fait un game 6 assez fou aussi. Ouais. T'as Alan Ford. Voilà. Et du coup, franchement, cette équipe qui est vraiment surprenante du coup, parce qu'ils perdent à domicile et ils vont chercher ce game 7 à l'extérieur au Heat. Ouais. Et franchement, m'étonne. Baptiste qui nous dit quel caractère des Celtics sur ce game 7 après avoir perdu à domicile le game 6, mais ça résume parfaitement leur playoff où ils sortent tous les favoris, c'est vrai. Ils te sortent vraiment tous les favoris. Ils ont eu un parcours. Un peu à la Real. Un peu à la Real. Ouais. Alors t'enchaînes les cadors, tu fais Brooklyn qui au début de la saison était assuré d'être en finale de conférence. Ensuite tu sweeps Brooklyn exactement. Ensuite tu vas battre le champion en titre les Milwaukee Bucks. Puis ensuite en 7 matchs battre le Heat premier de conférence, c'est absolument magnifique. Ils me font penser un peu au Real, à sortir tous les favoris en espérant que l'histoire soit aussi belle pour eux. Baptiste et toi vous êtes cordial là-dessus. Ouais, parce que quand tu regardes, rien que par exemple Milwaukee, qui sont champions en titre, ils étaient menés 3-2 et c'était à Milwaukee le prochain match. Et à chaque fois, à l'extérieur, ils montrent une force de caractère, c'est-à-dire ils jouent leur jeu, ils sont à fond. Et je trouve que c'est incroyable l'énergie qu'ils dégagent. Et du coup, ils sont menés 3-2, ils vont à Milwaukee, ils gagnent ce dernier match, mais après ils vont gagner chez eux. Et contre le champion en titre, non, franchement, quand tu regardes tous les matchs qu'ils ont disputés, même quand ils perdaient, ils ont toujours leur style de jeu. Ils font toujours vraiment toujours leur plan de jeu. Et t'as Ime Udoka qui gère parfaitement les rotations, qui sait qui mettre quand il faut. C'est drôle parce que là on a vu sur ce game 7 Williams sortir complètement de la rotation, le pivot qui était là, qui a été là pendant beaucoup de minutes au game 6.
Là, on l'a quasiment pas vu du match. Mais tu vois qu'à chaque match, justement, il sait quelle rotation, je sais pas pourquoi, mais genre il sait quelle rotation irait le mieux. Ouais. Williams, par exemple, il peut te faire Il a un gros retrouvé, match. ouais. Il peut te faire un gros match, on va dire, imaginons, hein, il te fait un gros match le match 5. Bah, le match 6, imaginons, peut-être qu'il décide de pas le mettre parce qu'il voit que le jeu du 8 évolue aussi, que c'est pas forcément la bonne solution. Ouais. Et donc on sous-estime, on parle beaucoup du jeu collectif et tout, mais du 8, des Celtics, avec un gros Tatum, Brand, enfin tous les joueurs qui sont incroyables sur ces playoffs. Mais on sous-estime le travail que fait Ime Udoka et tout son staff, franchement qui est impressionnant pour une première saison avec une franchise. Et là ils vont retrouver du coup Golden State, et ça va donner, je pense, une série incroyable encore. Et franchement là c'est carrément l'expérience des Warriors qui ont, la plupart des joueurs ont je sais pas combien de finales à leur actif. 6 pour Klay Thompson. Sur les 6 dernières saisons, il a fait ses 6 finales parce que lui il a été blessé les 2 ans un peu de dur chez les Warriors. Il enchaîne une 6ème saison sur les 6 saisons qu'il a joué, une 6ème finale pardon. C'est l'expérience. Moi c'est justement 3 facteurs qui me font peur pour vous. Après vous avez tellement vous avez fait tout ce chemin là. Je pense qu'il y a un avantage dans les têtes psychologiques en mode vous êtes plus mort de faim. Mais de l'autre côté, les 3 facteurs qui me font pencher pour Golden State, c'est 1, l'expérience, c'est 2, le fait que tu te sois reposé quand même depuis quelques jours alors que vous avez enchaîné des matchs sous pression ou quoi, et eux ça fait depuis mercredi qu'ils sont à l'aise et qu'ils ont pu reprendre, etc. Et puis ils ont quand même eu un effectif à mon sens qui est plus imprévisible pour vous, dans le sens où il y a des second units, notamment des Jordan Poole, et des mecs qui en sortie de banc peuvent faire mal à justement alors on sait qu'une défense, tu vois, on peut avoir des matchs à la Jimmy Butler où tu peux avoir des joueurs des Celtics qui vont faire 48 minutes, mais voilà, attention à la fatigue côté Celtics, nous dit mais Baptiste. le truc moi qui me fait pause, je trouve que c'est positif pour les Celtics, c'est pour moi, à part les Suns, mais voilà, ils ont battu les favoris, ils ont battu les grands favoris pour le titre. Et avec la manière, franchement, avec la manière, ils ont montré quand même sur certains matchs une vraie leçon de basket, avec des matchs vraiment serrés, mais ils ont réussi à sortir de tout ça. Et quand tu regardes cette équipe des Warriors, ils n'ont pas eu de match si compliqué que ça, et ils n'ont pas eu à faire face à une vraie défense. Une vraie défense, où là ils vont comprendre ce que c'est qu'une vraie défense, où ça va être des fois à 2 sur Curry, ça va les serrer. Après Curry est habitué d'être à 2 sur lui, mais là ils vont quand même recevoir, je pense, des clients au niveau défensif, au niveau d'une intensité. Je sais pas s'ils ont eu une telle intensité sur leur match. Et puis comme tu dis, au niveau de même la match-up physique, c'est-à-dire que le Golden State, mis à part Looney qui d'ailleurs fait des très beaux playoffs, on est sur du small ball. Draymond Green qui est suffisamment armé, mais les profils Curry, Poole et Klay Thompson, en face t'as des Jaylen Brown, Tatum, Marcus Smart. Il y a quand même une différence de gabarit. Alors les petits feux follets comme Curry, Thompson, va falloir aller les recourir après, mais je pense que des mecs comme Smart qui ont par ailleurs d'expérience, mais des mecs comme Smart, comme Tatum et comme Jaylen Brown sont tout à fait capables de museler ces Warriors. On a vu plusieurs fois dans la saison des Curry finir à 15 points, 16 points, 17 points. C'est pas impossible du tout de voir ces hits qui sont très bons défensivement étouffer cette attaque des Warriors. Moi, ce qui me déconcerte avec ces Warriors, c'est la manière dont ils ont effacé si facilement ces Mavs qui t'ont tué les Suns qui étaient les grands favoris de la saison. C'est vrai. C'est-à-dire que t'as quand même des alors peut-être qu'ils étaient fatigués, hein. Moi j'en ai vu des matchs, mais des matchs des Mavs, et les Mavs n'ont pas mal joué face aux Warriors, loin de là. On a juste eu des Warriors qui se sont montrés exceptionnels dans le 3e quart-temps et en 2e période notamment, et un Doncic un peu seul. Mais quand même ces Mavs ont éliminé en 7 matchs aussi, je crois, c'est joué au Game 7 hein. Non, Game 6. Game non, 6. non, même Game pas, 7. il y a eu 4-1. Il y a eu 4 ans, c'est ça. Ouais, il y a eu 4-1. Et ils t'ont éliminé, ils t'ont balayé ces Suns là. Et derrière, la facilité qu'a eu, pareil, en 4-1, les Warriors à se détacher de Dallas là. Donc c'est pour ça que les Warriors, même s'ils peuvent avoir du mal offensivement
et je pense que vous allez faire des gros matchs défensifs face à eux, et que les scores ne seront pas, ils vont pas vous mettre 120 points sur la tronche. Il y a quand même une expérience, et punaise, Ouais. moi j'aimerais bien vous voir gagner, mais paradoxalement je suis pour les Warriors là-dessus. Ouais. Mais j'aimerais bien que la story des Celtics cette année elle soit récompensée, tu vois. Franchement, elle est incroyable et je sais pas pourquoi en fait ce qui me fait aussi que je suis plutôt confiant, c'est que je trouve que franchement défensivement c'était beaucoup plus dur à prendre des Antetokounmpo, des Oladipo qui a fait tu voyais que c'était lui qui à part sur les 2 derniers matchs, c'était Oladipo souvent qui était plus au scoring. Ouais. Et là, ouais, il n'y a pas de grande taille et tout à prendre. Et après, peut-être aussi, c'est aux Celtics aussi de s'adapter, qu'ils ont eu l'habitude de prendre comme ça. Maintenant, ils vont essayer de défendre à l'extérieur parce que ça va être surtout des shoots à 3 points. Donc, ça va être s'adapter. Mais je pense que par exemple, au premier match, je vois complètement Golden State les écraser. Je pense qu'ils ne seront pas encore dedans. Ils auront 4 jours de repos. Ils auront enchaîné. 2 matchs à domicile. Voilà, donc là, le premier match, je pense qu'ils vont se faire écraser. Mais après, quand ils vont commencer à prendre le rythme, je trouve que quand même c'est une machine, les Celtics, cette année qui déroulent tout et sans se prendre la tête. C'est-à-dire, ils envoient, ils sont à fond, ils sont dans leur truc. Et c'est pour ça que je sais pas, je les sens bien cette année. Alors que les Warriors, je trouve que c'est un peu moins impressionnant, même en termes de pourcentage au shoot. C'est beaucoup moins impressionnant. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes les matchs qu'ils ont eu, ils s'en sortent quand même plutôt facilement contre par exemple des Grizzlies que je trouvais juste incroyables et qui au final ils ont gagné combien, 4-2 ? Ouais. 4-2 sur la série. Donc je sais pas, ça va se jouer à... En patron, hein, aussi Ouais. de l'autre côté. Hein. Ouais. Ils ont été en patron, ils se sont retrouvés, comme tu l'as dit, face aux Grizzlies et puis face aux Mavs, et ça les a amenés du coup à se retrouver là face aux Celtics. Mais les matchs qu'ils ont eu, c'était pas le parcours des Celtics au niveau des match-up, mais quand même ils ont fait le taf, ils se sont jamais retrouvés vraiment en difficulté. Il y a eu un laissé-passer face aux Mavs notamment. Il y a eu une énorme prestation de Ja Morant qui a effacé les Warriors, mais sur cette match, à la fin, ils ont jamais vraiment douté, tu vois, ils se sont jamais dit oula mince, on se retrouve dos au mur. Ils ont pas encore été dos au mur, et à voir aussi comment ils peuvent se retrouver. Est-ce que, et ça va être ma dernière question pour conclure cette émission, mais est-ce que tu vois un scénario où les Warriors pourraient être dos au mur ? Dans le sens où peut-être se retrouver avec un 3-1 où finalement on a le premier match gagné par les Warriors, et puis ensuite peut-être que les Celtics ont gagné le match aux Warriors parce que à l'extérieur ça gagne des matchs les Celtics, et derrière peut-être que contre toute attente les Celtics pardon, qui te gagnent le game 2, le game 3 et le game 4, et du coup on se retrouve avec des Warriors de mur à 3-1. Et ouais, en vrai, déjà, je pense que ils ont, je sais pas s'ils ont perdu beaucoup de matchs les Warriors à domicile cette année. Je sais pas du tout, mais déjà, imaginons ils gagnent le match 1 et après ils perdent le match 2. Après le problème c'est qu'ils ont de l'expérience. Donc est-ce qu'ils vont paniquer ? Je pense pas. Mais ils se sont jamais retrouvés encore dans cette situation. Ils ont fait une régulière tranquille. Ouais. T'as pas eu de Klay Thompson pendant un moment, il a fallu remettre Klay Thompson dans un dispositif, d'ailleurs ça s'est très bien passé. L'ajustement tactique entre Jordan Poole et Klay Thompson s'est très bien passé. Leur playoff, c'est une autoroute, ils ont eu très peu de doutes, tu vois. Et même s'ils ont de l'expérience, c'est quand même une équipe qui, en fait, pendant les blessures de Klay Thompson, l'année dernière, il y a 2 ans, c'est une équipe qui passe pas un play-in, c'est une équipe qui finit tout en bas de la ligue parce que sans Klay Thompson et avec un Curry un peu blessé aussi, et finalement ça a pas pu aller chercher des playoffs, et même loin de là. Est-ce que dos au mur, même s'il y a de l'expérience, ces mecs là face à des morts de faim des Celtics qui eux peuvent se retrouver peut-être avec un 3-1 lead, tu vois par exemple, est-ce que ces Warriors finalement ils peuvent c'est peut-être pas trop tard, ou en fait le fait qu'ils n'aient pas eu ce cas de figure là, peut-être qu'ils peuvent se retrouver un peu comme des cons, tu vois. Ouf. En vrai, je sais pas, parce que moi j'ai l'impression que quand même l'expérience qu'ils ont, due à tellement de finales, fait que je les vois pas paniquer si, imaginons, ils sont sur un 3-1, je les vois pas paniquer. Mais par contre, est-ce qu'ils vont...
savoir gérer la pression par exemple du TD Garden. Parce que Curry, je le vois pas, même s'il est habitué à des ambiances incroyables, je sais pas pourquoi je trouve que par exemple comparé à un LeBron, quand il y a une grosse ambiance, c'est pas quelqu'un qui il va arriver, il va se montrer comme ça en mode patron. Ou contrairement un Kyrie qui lui par exemple lui il va jouer, il va s'amuser avec le public et tout. Lui j'ai l'impression qu'il va peut-être plus s'effondrer. Bon, après c'est quand même Curry, attention. donc attention. Mais je trouve qu'en adresse cette année c'est un peu pauvre. Ouais, c'est pauvre. Donc je sais pas, de toute façon au final les deux équipes, certes Boston est très fort défensivement, mais quand tu vois le style de jeu c'est un peu pareil, c'est-à-dire ça shoot à 3 points. Les deux équipes c'est surtout à l'extérieur, ça rentre peu pour attaquer la raquette, à part quelques joueurs, à part un Wiggins par exemple du côté c'est vrai. Attention à lui aussi. Wiggins qui revient, je trouve qu'il revient très en forme dans ses derniers matchs. Et t'as un Draymond Green par exemple qui peut attaquer, t'as un Thompson qui attaque, mais souvent il fait son petit pas arrière pour envoyer un tir mi-distance à 2 points. Mais sinon quand tu regardes, pareil pour les Celtics, il y a Horford qui attaque, mais souvent quand il attaque après il fait une passe, t'as un Williams qui peut attaquer, t'as un Smart qui peut attaquer, mais souvent ça joue à 3 points. Mais c'est pour ça que aussi je suis confiant, c'est-à-dire que du coup les deux ont le même jeu on va dire. Les deux, le banc peut scorer, peut mettre quelqu'un peut mettre un 20 points, un pool peut rentrer, mettre un 30 points. On a vu un Horford qui a mis un 30 points l'autre jour, après ça arrivera pas tous les jours mais bon. Voilà, mais par contre défensivement, je trouve que Celtics c'est plus fort, et en plus Thompson avant qui était quand même aussi un très bon défenseur, je le trouve moins présent défensivement que peut-être dû à sa blessure aussi, qu'il faut qu'il revienne le temps d'adaptation, mais avant il était vraiment très bon en défense et je le trouve moins présent défensivement. Donc ça peut être une clé avec un Curry qui s'est un peu amélioré défensivement mais c'est pas encore ça. Donc ça peut être un problème à gérer pour les Warriors, mais après quand tu regardes, si t'as un grand Curry, je pense que t'as un grand Curry, un grand Thompson sur cette série, je pense que là pour moi il n'y a pas match. Baptiste qui nous dit Curry n'a jamais fait de gros match au TD Garden, les Warriors ont intérêt d'être solides à domicile. C'est peut-être ces matchs là qui vont être les plus intéressants. Alors moi je suis d'accord avec toi que ça risque d'être un blowout sur le match 1 parce que physiquement peut-être moins de préparation côté Celtics face à des Warriors qui vont avoir de la fougue, mais les matchs des Celtics à l'extérieur vont être particulièrement intéressants à suivre parce que c'est là où il va y avoir des coups à jouer. Si tu es sérieux à domicile et que tu fais le taf et que tu laisses pas un Curry ou un Thompson prendre trop feu, tu vois, si tu peux limiter un Curry aux alentours de 25-24 points, un Klay Thompson un peu pareil, et Wiggins t'espères qu'il tourne plutôt aux alentours de 18-19, globalement tu peux être peinard, tu vois, tu peux te dire là on a évité. Par contre si tu mets toute ta défense sur un Curry, mais comme on l'a vu sur le dernier match, t'as un Klay Thompson qui prend un 37 points, c'est là où finalement la balance peut peser, parce que 37 plus les 20 plus les 25 de Wiggins, là finalement ça monte et t'es pas à l'abri de te prendre de perdre un match à domicile. On en reparlera de toute façon la semaine prochaine, mardi. On sera off lundi. Est-ce qu'on serait pas vite fait un petit pronostic? Un petit pronostic? Ouais. Un petit pronostic. Moi je vais te pronostiquer le début de la série et je dis 1-1 sur les 2 premiers matchs. Ok. Je pense que vous prenez le game 2. Si je me le fais. Allez, je me fais le scénario. Victoire Warriors, victoire Celtics, victoire Celtics, victoire Warriors. Du coup on retourne aux Warriors. Victoire Celtics, 3-2 pour les Celtics. Vous revenez à la maison, 4-2 Celtics. Ok, 4-2. Moi je pense que pareil le début, Warriors Celtics. Après ça va faire... franchement j'ai l'impression que ça va être une série incroyable. Et je pense que ça va aller au game 7. Et je vais dire quand même les Celtics encore à l'extérieur, qui vont chercher un match incroyable dans une ambiance de folie. Et je pense que ça va être 4-3 et vraiment on va se régaler sur cette série, je pense. On en reparlera parce que du coup voilà, il va y avoir le match jeudi.
jeudi, vendredi, donc ce sera samedi. On sera normalement, on débriefera le game 3. Je verrai le calendrier, mais normalement, quand on se reverra mardi, on sera aux alentours du game 3, donc on aura un peu à manger. On n'aura plus que ça à débriefer pour le coup, donc on aura une belle partie NBA. On va vous préparer sur la Formule 1 un petit débrief sur Gasly, pardon. Sur Gasly, un peu, voilà, c'est perspectives d'avenir à moyen terme pour voir où est-ce qu'il pourrait rebondir après AlphaTauri. Sur le foot, je pense qu'on fera la Ligue des Nations, mais suivant s'il y a beaucoup d'actualités de part et d'autre, on verra si on n'attendra pas que les 4 matchs soient joués pour débriefer le tout en entier. Mais voilà, en tout cas merci à ceux qui sont passés, merci à toi Baptiste d'avoir été avec nous tout au long. Tennis aussi à débrief, mais on en parlera, je pense qu'il y aura peut-être le retour de Gauthier. Moi, je suis chaud Toi t'es chaud aussi, Ah ouais. Gaëtan, et ben on fera peut-être un débrief de Roland Garros, ou en tout cas voilà, là on sera à la fin de la première semaine. C'est quand l'année prochain? L'année prochaine, ce sera carrément fini, je crois. Ouais, c'est à la fin de la semaine là. Je pense que la finale, ça doit être dimanche. Ouais, Je suis donc pas sûr, on mais. fera un débrief de Roland Garros, effectivement. Merci à tous, merci à Baptiste. Cette émission sera disponible en replay demain. Et puis passez une bonne soirée, une bonne semaine. Ciao!